Tu dis que tu aimes beaucoup cette démocratisation aussi que permet ces formes d'art, mais et on a évoqué très vite le NFT tout à l'heure, mais justement, est-ce que là, on n'a pas un retour à une forme d'élitisme très liée à cette idée du marché de l'art, de l'entre-soi, parce que et d'un certain monde crypté, puisque tout le monde n'y a pas accès, tout le monde ne peut pas se lancer dans ce marché comme ça, indûment, sinon à grand risque. Donc, est-ce que cette espèce de retour du marché, ou alors non, ou alors ce n'est pas un marché de l'art, ou alors c'est une forme démocratique de vente d'œuvres qui... voilà, donc est-ce que le NFT, quelle est sa position justement dans le non-fungible token? Hein? On s'excuse d'avoir ce mot en anglais, je le dis parce qu'on est au Canada et qu'on aime bien toujours rappeler qu'il y a des mots français en général. Celui-ci, on n'a pas encore trouvé son équivalent, je crois, dans le français. Ben, ce qui se passe avec cette folie NFT, hein, qui a émergé si vite, celles et ceux qui possèdent 3 mots de vocabulaire sont les reines et les rois du monde. Hein, si on sait dire minting, cryptoactif, smart contract, oui, c'est ça. Waouh, ça y est. Moi, oui. Ça me rappelle les Apple Expo où quand on savait faire la différence entre la mémoire vive et la mémoire de masse, on était savants. C'est intéressant ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le retour, ou disons le rapport entre art numérique, hein, puisque NFT, c'est essentiellement beaucoup des œuvres numériques, mais pas que. C'est l'intérêt du marché. C'est l'intérêt des salles des ventes, c'est l'intérêt des galeries, c'est l'intérêt de l'économie qui arrive dans un monde qui a toujours été un petit peu à la périphérie du marché de l'art contemporain où on parle en millions. Avec les NFT, on parle en dizaines de millions de dollars. Donc là, on commence à être considéré avec un petit peu de sérieux. C'est intéressant d'ailleurs parce que on parlait tout à l'heure de ce que l'on considère être les premières, secondes générations d'artistes sur Internet, c'est comme les années 90, 2000. Le contrat qui lie l'acheteur, le collectionneur à l'artiste, bah, le contrat, il existe déjà, l'art sur Internet existe déjà, la blockchain qui fait des monnaies décentralisées, elle existe déjà. D'ailleurs, il y a 2 ans, d'Émilie Gervais, on a exposé une œuvre qui était sécurisé par la blockchain, mais avant les plateformes, avant cette espèce d'enflammement comme ça. Mais il y a déjà une première étape de l'intérêt du marché de l'art contemporain pour les pratiques et usages numériques au travers de ce qu'on a appelé, c'est un petit peu tendance à disparaître, c'est mangé par les NFT, le post-internet. On a des œuvres ici, typiquement celle qui est dans mon champ de vision, derrière moi ici, des artistes qui vont chercher des idées sur Internet, qui, comme tu le disais tout à l'heure avec le prototypage, vont donner des formes, rematérialiser le monde, le mettre dans le White Cube, le lieu de l'art, le lieu du marché de l'art, de la galerie, hein, qui est encore prioritaire aujourd'hui, mais qui est malmené par les NFT. Alors, c'est intéressant, et tout ça se croise. Et c'est intéressant quand tu dis, quand tu parles de l'aspect aussi vocabulaire, économie, on a l'impression que ça change le monde. Moi, je pense que la blockchain est en train de changer le monde. C'est une nouvelle génération Internet. C'est le web qu'on pourrait qualifier après le web 2, participatif, des plateformes d'Instagram qu'on n'a pas évoqué, avec des artistes qui vont en émerger, comme Amalia Ullman, par exemple, et le selfie avec l'iPhone, le téléphone portable. Tout s'est mis en place avec les années 2000, et là, avec les années 2010, 2020, hein, là, on rentre dans le dur et le marché s'en mêle. Et ça, c'est intéressant que le marché s'en mêle, et c'est intéressant cette espèce d'engouement pour des gens qui viennent de la finance, qui ont fait, parce qu'ils ont senti venir le Bitcoin, qui valait rien du tout au début, aujourd'hui, qui monte, hein, il valait rien, il est là, il est retombé là, mais il va repartir là. Sachant, la blockchain va changer le monde d'une manière ou d'une autre, évidemment pour le meilleur et pour le pire, comme toutes les technologies qui sont ni bonnes ni mauvaises. Ça dépend de ce qu'on en fait. Mais ces non-fungible tokens qui ne sont que des sortes de contrats entre artistes et collectionneurs sur des
plateformes, hein, on parle de contrats intelligents, on pourrait parler de titres de propriété, les notaires ont du souci à se faire, mais les galeristes finalement qui ont eu un petit peu frémi en voyant les NFT en disant avec ces désintermédiations, quel est mon rôle? Comme les salles des ventes, les experts, quel est mon rôle? Puisque ça va se passer directement de l'artiste au collectionneur. Ça a donné un petit coup de pied, allez, bon, dans la fourmilière, mais tout, le monde de l'art doit se recomposer. Et le monde de l'art, c'est des commissaires comme nous, c'est du public, c'est des collectionneurs, c'est des artistes, c'est des institutions. Tout le monde doit repenser son rôle avec les plateformes NFT. Moi, je commence à m'y intéresser en tant que art advisor ou curateur en ligne qui change un petit peu le métier, en essayant de continuer à faire des expos dans l'espace parce que moi, j'y reste très attaché et peut-être que le futur des NFT, c'est des œuvres qui sont en partie dans l'espace physique, en partie en ligne, avec un marché qui se développe, une économie, et ça c'est très important, hein, tu le sais, puisque on a géré plus toi que moi, hein, pour ces expositions, une économie hein, de transport, d'assurance et tout. Il y a toujours eu de l'économie dans l'art, et là il y a plus d'économie dans l'art, il faut faire attention, ça peut donner l'impression d'un grand n'importe quoi, c'est aussi ça, hein, mais c'est pas que ça. Et il faut rester attentif à ce qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui va créer de la nouveauté. Et aussi, encore une fois, je pense que le meilleur est à venir. Alors, on a beaucoup parlé du marché, justement, de l'économie liée à cet art intrinsèquement, intimement lié aux nouvelles technologies. Et justement, donc, revenons à ces enjeux, plus spécifiquement ces enjeux de société qui sont donc des enjeux dans le monde réel, donc de l'impact de cet art du numérique quand il revient dans le monde réel. Donc, certains artistes, justement, ne sont pas dans cette logique de marché ou ne s'intéressent pas à ce type d'économie, mais préfèrent ou veulent, bien qu'avec le numérique, avoir un impact dans la société, dans la cité, et font appel à un spectateur citoyen. Alors ça c'est fondamental. Alors, spectatrices, spectateurs, publics sont toujours citoyens dans l'espace d'exposition, mais l'espace d'exposition, même quand il est gratuit comme ici, il faut avoir l'information, il faut oser passer la porte. Oui, un spectateur conscient d'être un citoyen, on va dire. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais totalement d'accord avec toi. Mais en effet, la cité, c'est le lieu du citoyen, c'est le lieu des citoyennes, c'est le lieu du débat. On veut mettre le débat dans le centre d'art et on a raison, mais le lieu du débat, c'est la ville, même si c'est aussi sur Internet, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, pour la qualité des débats. Et là, moi j'aime beaucoup rappeler qu'il y a encore une innovation, au départ, qui est faite pour regarder des PowerPoint sur le mur avec des courbes, évidemment ascendantes dans le monde de l'entreprise, c'est le vidéoprojecteur. Et le vidéoprojecteur, il va servir à des artistes, déjà Nam Young Paik qui va les détraquer pour filmer une flamme que l'on voit en rouge, vert, bleu. Et puis surtout, les artistes, comme avec le tube de peinture, vont sortir dans la ville, vont prendre des vidéoprojecteurs de plus en plus grands, les associer, mettre des écrans LED et on se retrouve avec ou des commissaires, je crois que c'est Nina Colosi, qui a pris la place de Times Square pendant quelques minutes pour y mettre des œuvres d'art partout. Donc, avec la grande image dans la ville, les artistes vont s'adresser vraiment au plus grand nombre, donc aux passantes et passants qui deviennent des publics de l'art. Et puis ça me renvoie aussi une expérience intéressante dans les années 80, Kid Calloway, Sherry Rabinowitz, qui avait juste, entre New York et Los Angeles, fait un lien télévision, hein, c'était l'art avec de la télévision, avec des gens qui se découvraient dans la rue, dans la ville, qui vous êtes? Moi, bah pourquoi vous êtes habillé en plus clair que moi? Il fait beau chez vous? Vous êtes à Los Angeles? Ah ouais, moi je suis à New York. Il fait plus frais ici pendant 3 jours. Donc c'était une œuvre comme ça dans l'espace public qui était liée au réseau avant même les œuvres de réseau. Donc moi je suis très très sensible aux œuvres dans l'espace public. Toi aussi, hein, on le comprend dans ta question.
même si je suis parfois aussi un peu apeuré par les mappings sollicités par les collectivités territoriales pour allumer leurs fontaines, ça va être un petit peu dégoulinant. C'est pas toujours d'un plus grand goût, mais ça fait rien, il y a aussi des artistes émergents qui, avec un laptop et un projo, vont se mettre dans un coin avec un truc un petit peu plus politique. D'ailleurs, faire brûler des billets de banque sur une banque, devant une banque, quand ça crame. Ça, c'est un artiste qui a fait ça à Bruxelles. Donc oui, moi, j'aime l'art dans la ville, évidemment. Alors, ce n'est pas nécessairement, effectivement, un art de résistance ou un art de dénonciation, mais sur certaines grandes questions importantes pour notre société aujourd'hui, comme le climat, l'environnement, là, il y a quand même des artistes intéressants qui sont dans une approche activiste, carrément, qui pratiquent, on va dire, un activisme environnemental. Mais qu'est-ce que ça veut dire en art? Parce que, bon, on n'a pas besoin d'artistes pour avoir un activisme environnemental, bien évidemment, mais pour un artiste, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Est-ce que tu as quelques exemples? Ben, si on pense, on va dire, dans son ensemble, prenons nature. Hein? On a parlé de la ville, tiens, voilà, sortons de la ville. C'est intéressant de remarquer que le vivant a toujours passionné les gens de l'informatique, les gens des computers. Il y a 2 ans, par Matt Biderman, on a exposé une œuvre de morphogénèse qui était inspirée par Alan Turing. Sur ces questions à la fin de sa vie, qui tournaient beaucoup plus sur le vivant que sur la machine. Le vivant dans les années 80 dans l'image, la simulation du vivant, c'est très important aussi. Avec des gens notamment comme Carl Sims, je donne trop de noms, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais le vivant aussi avec des gens comme Eduardo Katz qui vont vraiment travailler le vivant, qui va faire un gène d'artiste, qui va transformer en lapin vert fluorescent. Là, il y a quelque chose déjà qui est un petit peu politique, qui attire notre attention sur les modifications génétiques. Et puis les artistes qui vont considérer le climat. Bon, dans le monde de l'art, on prend des thèmes sociétaux. Hein, c'est ce qu'on a fait ici en questionnant la décision, il y a 2 ans, en questionnant l'intelligence artificielle. L'art, ça a toujours été des thématiques sociétales. Simplement, c'est la société, les thématiques sociétales qui évoluent. Et les thématiques sociétales, aujourd'hui, elles sont souvent générées par les machines ou nos usages. Bah, le climat, c'est aussi nos usages, hein, c'est aussi nos frigos, c'est aussi nos serveurs, c'est aussi nos radiateurs. D'ailleurs, je pense là avec un artiste qui avait mis un radiateur CJH Boutros, un radiateur face à un frigo ouvert. C'était fortement provocateur. Je ne sais même pas si, de toi à moi, si on pourrait encore faire ça aujourd'hui. Les artistes, de ce point de vue-là, sont des lanceurs d'alerte et prennent des sujets dans l'air du temps pour essayer de les reconsidérer avec des œuvres d'art, avec des formes qui seront au plus proche, notamment évidemment de la question climatique. On ne peut pas aujourd'hui ne pas se poser la question climatique, y compris même d'ailleurs les artistes, quand ils font des pièces sur la partie qu'on doit transporter, les commissaires, hein, qui doivent peut-être voyager un petit peu moins. Bon, avec le Covid, tu me diras, on n'a pas trop eu le choix. Mais tout ça, c'est des questions qu'on se doit de prendre en compte, et les artistes, évidemment, participent du débat public. Mm-hmm. Et c'est vrai que les artistes lanceurs d'alerte, plus ou moins manifestement, parce qu'on peut avoir des alertes plus subtiles que d'autres, plus souterraines, vicieuses, qui sont très efficaces au niveau artistique. Tout ça trouve aussi à se cristalliser dans tout cet art qui s'intéresse à la protection, au contrôle, à la surveillance. Tout ça est lié à ce monde de l'alerte aussi, parce que je veux dire, on a avec le déploiement, la démultiplication des caméras de surveillance, des outils de détection et de contrôle, une source d'inspiration extrêmement foisonnante pour les artistes, pour justement détourner ces instruments. C'est clair, et d'ailleurs, comme tu fais de très très belles transitions, j'essaye d'en faire aussi, hein,
on évoquait les biologies, on évoquait les machines, tu évoques la surveillance, donc il y aura contre-surveillance, il y aura réaction par ce qu'on pourrait qualifier de lanceur d'alerte. À l'informatique correspond la figure du hacker et du réseau, hein. Aux biologies, la figure du biohacker. Il y a toujours une résistance, hein. Resistance is not futile. La résistance s'organise. Et donc, il va y avoir comme ça des figures, et puis les artistes vont se saisir d'objets, comme par exemple la caméra de vidéosurveillance. La caméra de vidéosurveillance, quand on l'a vu arriver, qui a fait débat, hein, dans tous nos pays, en France, à Paris, c'était du côté de Levallois, on disait il y a beaucoup de caméras. À Londres, il y en avait beaucoup, mais c'est surtout à un moment donné, il y avait beaucoup parce qu'il y avait une loi à Londres, où il y a peut-être encore d'ailleurs, il fallait le mentionner. Puis il y a des lois européennes qui ont changé les choses. Les artistes vont se servir des caméras de vidéosurveillance. Adi Wagenknecht, actuellement au centre Pompidou, va faire un lustre de vidéosurveillance. Moi j'adore. En fait, les caméras sont plus opérationnelles, et le lustre avec un plafond très haut, c'est le pouvoir, hein, c'est le pouvoir dans nos ministères, dans tous les pays, hein. Donc, la caméra de vidéosurveillance va devenir le symbole de la résistance, hein. Il y a des t-shirts avec des caméras de vidéosurveillance. C'est cette espèce de grosse caméra profonde. Elles ont évolué, maintenant c'est des boules. Maintenant, quand on regarde le plafond, il y en a certainement ici. Il y en a beaucoup ici. Il y en a ici, hein, on est proche d'une ambassade. Dans les aéroports, il y a Trudeau, hein, il y en a, Charles de Gaulle, il y en a partout. Donc les artistes, ils vont évidemment prendre ce symbole de la caméra pour la représenter, mais aussi pour créer des situations. Je me rappelle avec UVA à la Gaîté, rien à cacher, rien à craindre, pour dire, évidemment qu'on a tous un peu quelque chose à cacher, un peu quelque chose à craindre. On ne sait pas ce qui se met en place, hein, on le dit avec nos robots, nos machines ici dans cette exposition Decision Making. Donc les artistes vont se servir de tous ces débats qui sont dans l'air du temps pour enflammer le débat, rendre visible le débat, participer au débat dans le champ de l'art, mettre les spectatrices et spectateurs en situation de surveillance pour lui dire « vous acceptez ça ?» Dans la rue, vous acceptez. Dans un centre d'art, vous acceptez. Vous voyez votre image ici, vous acceptez ça. On vient de prendre vos données, vous acceptez ça. Donc ça, c'est aussi le rôle des artistes que de nous poser la question, est-ce qu'on accepte? Comment on accepte? Comment on participe au débat? Pendant que tu parles, tu vois, il y a des serveurs là. Dans le champ de mon regard, les serveurs, les datas, comment on accepte ça? Est-ce qu'on doit, pas forcément entrer dans la résistance, mais peut-être participer au choix? Il serait bien qu'on participe, nous, citoyennes et citoyens, au choix de ce qui nous arrive, notamment avec l'intelligence artificielle.